Tremblements, lenteur dans les déplacements, raideur musculaire, ce sont les signes les plus visibles de la maladie de Parkinson. En France, près de 200 000 personnes sont touchées par cette maladie. Elle est diagnostiquée en moyenne vers l'âge de 58 ans, mais des patients plus jeunes sont également concernés. On va l'entendre dans quelques instants. Comment fait-on le diagnostic de cette maladie? Quels sont les traitements actuels et où en est la recherche? Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Philippe Rémy, qui est neurologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, près de Paris. Et pour témoigner avec nous, Jean-Louis Duflou, qui est l'auteur de ce livre 51, livre témoignage chez Librinova. C'est ça. Ah, ça y est, t'es bien retenu. On va voir tout de suite en image la cause. En fait, les neurones de zones spécifiques du cerveau disparaissent de façon irréversible dans cette maladie. Oui, Marina, parce qu'en fait, si on parle de maladie de Parkinson, tout part du cerveau et en particulier des neurones. Et c'est finalement très simple à comprendre. Vous imaginez qu'il y a deux régions dans le cerveau, ici représentées par ces pastilles jaunes, qui vont chercher à communiquer. Pour ce faire, elles vont se servir d'un maillage très très serré de neurones dans le cerveau. Et puis si on regarde d'un petit peu plus près, en fait, ces neurones communiquent l'un avec l'autre, avec ici ces neurotransmetteurs, un médiateur un petit peu chimique, ces petites boules vertes et bleues, et c'est ce qu'on appelle la dopamine. Alors, dans la maladie, si je peux effacer, je vous laisse faire, voilà. Dans la maladie de Parkinson, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a ici ces cellules vertes, qu'on appelle des cellules microgliales, qui normalement vont défendre ces axones dopaminergiques. Mais dans la maladie de Parkinson, en fait, au contraire de les défendre, elles vont les attaquer, elles vont se retourner un petit peu contre l'organisme et donner des petites cellules tueuses qui vont entraîner une dégénérescence des neurones et une dégénérescence de proche en proche. Et on va avoir une raréfaction de ces neurones dans le cerveau. Ce qu'on va voir ici sur une coupe histologique comparative, ici c'est sur un cerveau qui n'est pas malade. Vous voyez l'importance des neurones à dopamine. Vous voyez à quel point ils se sont raréfiés ici, ce qui explique effectivement les symptômes. Alors ces symptômes, on va en parler avec vous, Jean-Louis. Donc déjà, je disais, ça peut commencer tôt. Effectivement, vous aviez 50 ans quand ça a commencé, oui. Donc très jeune. Et ça a commencé au départ simplement par une douleur. Hein. Oui, c'était une douleur à l'épaule. Quand on dit que ça commence à 50 ans, je crois que la maladie s'établit 10 ans avant, en moyenne. Aujourd'hui, vous avez 57 ans. Voilà. D'accord. Et donc les premiers signes, on les a 10 ans plus tard, et l'organisme ne compense plus. Et donc ça a commencé par une douleur à l'épaule. Qui ne vous a pas inquiété particulièrement? Quand on a une douleur à l'épaule, on ne se précipite pas chez son neurologue. Non. On se précipite plutôt chez son généraliste ou chez son kiné. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Et en fait, au fur et à mesure, vous avez fait plein d'examens, ça c'est sûr, et il y a des symptômes qui sont apparus ensuite, d'autres symptômes. Alors le symptôme le plus important qui a été le déclencheur, ça a été que mon pied droit traînait. Ouais. C'est-à-dire qu'il raclait un petit peu le sol comme ça. Et donc là, on s'est dit, c'est pas simplement quelque chose à l'épaule, ça doit être quelque chose d'autre. Et là, donc, vous avez votre sœur qui est médecin, je crois, et qui a eu effectivement l'idée de se dire, est-ce que ça pourrait alors pas ma sœur était médecin, elle m'a pas vu depuis un petit moment, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a demandé quelques signes, je lui ai dit que j'avais du mal à me brosser les dents, à me coordonner, à signer tout simplement des papiers. Et donc, elle, par téléphone, elle a trouvé ce que les autres n'avaient pas encore trouvé par consultation. Et à ce moment-là, vous n'étiez pas particulièrement inquiet? Je commençais à être un peu inquiet, oui. Et parce que quand on ne trouve pas, on finit toujours par se demander si c'est quelque chose d'autre. Mais vous ne pensiez pas à ce genre de maladie? Pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi, la maladie de Parkinson, c'était une maladie de vieux. J'avais vu mon grand-père avoir du mal à sucrer son café quand il avait 75 ans. Et même le jour où on me l'a annoncé, je pensais encore que c'était une maladie de vieux. Et il a fallu 1 an pour faire le diagnostic, c'est ça? Oui, à peu près 1 an et demi. Et quand on oriente le diagnostic, oui. En fait. Hein, quand on est patient et qu'on arrive en disant « j'ai mal à l'épaule parce que j'ai joué au tennis », le généraliste, il se dirige dans la piste que vous lui indiquez. Ce n'est pas nécessairement un mauvais diagnostic de sa part. Quand le neurologue vous donne enfin le bon diagnostic, j'imagine que vous prenez une claque dans la figure. C'est une drôle de nouvelle, voilà. On va voir comment vous avez été pris en charge, bien sûr. Pour revenir sur ce témoignage, des premiers signes différents, effectivement, de douleur, qui ne s'accompagnent pas des signes assez spécifiques, c'est fréquent? Alors, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. En fait, votre témoignage est très intéressant parce qu'en fait, tout le monde connaît le tremblement. Et le tremblement, on pense souvent à Parkinson quand on pense au tremblement. Mais tous les Parkinsoniens ne tremblent pas. Et ceux qui ne tremblent pas, ils sont souvent découverts via des voies un peu indirectes. La douleur, la lenteur, la dépression, ou quelque chose qui ressemble à la dépression. Les gens sont un peu figés, ils ont l'air tristes, ils bougent moins. Et en fait, ce ne sont pas toujours des signes de dépression au sens de la souffrance morale, mais parfois des signes de précurseurs de cette maladie. Après, il y a des choses... C'est ce que vous disiez, votre caractère avait changé. Mon caractère a changé, et c'est vraiment... Moi, j'avais pas de tendance dépressive, et on a vraiment l'impression que c'est une chimie qui s'opère, parce qu'on a des changements d'humeur qui se font en 5 minutes, comme si la chimie du cerveau, en fait, se modifiait.
Et donc voilà, on a vraiment l'impression, on change d'humeur, quoi. Et c'est donc l'accumulation de ces petits signes, entre guillemets, qui va vous faire, vous, évoquer le diagnostic? Alors, il y a d'une part l'accumulation de ces signes, et puis l'observation. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui a ces plaintes, eh bien, en le regardant marcher, en l'examinant, cliniquement, on arrive en général assez facilement au diagnostic. Mais c'est vrai que votre histoire montre bien que les malades n'arrivent pas très vite au neurologue quand ils se présentent avec ces symptômes-là. Et c'est là toute la difficulté, c'est ça qui fait le retard du diagnostic que l'on peut avoir quand les gens ne tremblent pas, justement. Mais 1 an, c'est long pour faire le diagnostic, vous trouvez? Ça, c'est une notion... Non, mais en moyenne, en France, c'est quoi à peu près je pense on est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en dehors du tremblement, qui est vraiment très évocateur et que tout le monde connaît, si vous voulez, si on sort du tremblement, je pense qu'on est entre 1 an et 1 an et demi pour faire un diagnostic quand on a des symptômes inhabituels, d'une certaine manière. Alors, parce que vous parliez de tremblement, il y avait une... Oui. Cependant, le diagnostic, la durée du diagnostic a peu d'importance dans la maladie de Parkinson. C'est pas comme un cancer. Si on prend 1 an de retard sur un cancer, c'est effectivement quelque chose de très critique. Sur une maladie de Parkinson, ça change pas grand-chose. On parlait de tremblement, justement. Oui, vous vouliez réagir. Oui, je dis aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Oui. Peut-être. D'accord. Evelyne demande si le Parkinson et le tremblement essentiel sont apparentés parce que leurs symptômes sont les mêmes. Alors, ils ne sont pas apparentés. Et ce sont même 2 maladies, on va dire, presque opposées. C'est-à-dire que dans la maladie de Parkinson, le tremblement, il prédomine au repos, quand on ne fait rien. Un des meilleurs moyens de le voir, c'est quand les gens marchent. Si vous regardez quelqu'un marcher dans la rue, qu'il a une maladie de Parkinson, il va trembler. Dans le tremblement essentiel, qui est un peu plus fréquent que la maladie de Parkinson, mais qui est moins grave parce qu'il n'y a pas de perte dopaminergique, il n'y a que le tremblement. Et dans ce tremblement essentiel, les gens tremblent quand ils font quelque chose, quand ils se versent de l'eau, quand ils utilisent une tasse, quand ils écrivent. Et donc c'est un tremblement qui est un peu opposé, ils sont un peu opposés l'un à l'autre. Et en général, on arrive à les distinguer juste en examinant les malades. Marie-Paul demande si la maladie peut être héréditaire, la maladie de Parkinson. Alors, c'est une question un peu particulière. C'est-à-dire si on regarde en Europe, on estime qu'entre 5 et 10% des malades ont une forme génétique pure, c'est-à-dire qu'ils ont un gène modifié, et ce gène modifié entraîne leur maladie de Parkinson. Plus tôt que les autres ou pas? Alors, certaines formes sont très précoces, c'est-à-dire avant 30 ans, donc très très tôt, et puis d'autres sont à l'âge classique de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire autour de 55 ans. Mais ça, c'est en Europe. Dans certaines régions géographiques, la fréquence est plus grande. Par exemple, dans le pourtour méditerranéen, il y a beaucoup de populations où cette fréquence de maladie génétique atteint 35 ou 40%, ce qui est assez différent, évidemment, de ce qu'on voit chez nous. Un chercheur de l'INRA dit que la maladie de Parkinson est en grosse partie due à notre alimentation. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne crois pas qu'on puisse dire cela aujourd'hui. En fait, on ne connaît pas la cause. Il n'y a pas un phénomène unique qui nous dit, voilà, vous allez devenir parkinsonien parce que vous avez rencontré tel virus ou tel phénomène. Donc on est plutôt dans une logique de multiples facteurs, dans lesquels il y a des facteurs génétiques, on vient d'en parler, et il y a probablement des facteurs environnementaux, et la cible, si vous voulez, c'est les insecticides et les pesticides de l'agriculture. Donc c'est pas tellement... effectivement les maladies des agriculteurs. Exactement, et qui explique la plus grande fréquence chez les agriculteurs de la maladie de Parkinson. Alors, ces insecticides, ces pesticides, probablement il y a un problème de dose, c'est-à-dire que la quantité d'insecticides que l'on rencontre joue un rôle, et il y a eu des études très impressionnantes aux États-Unis qui montrent bien que les agriculteurs ont une fréquence 3 fois plus importante de développer une maladie de Parkinson, mais s'ils mettent des gants, ou s'ils se lavent en sortant de leur travail, ils réduisent ce risque de maladie de Parkinson. Donc il y a probablement un facteur insecticide-pesticide. Le lien avec l'alimentation n'est pas direct, en tout cas. Alors, dans la maladie de Parkinson, de nombreuses avancées ont permis d'améliorer la vie quotidienne. Et récemment, un dispositif a été mis au point, c'est l'actimètre. En offrant un suivi ultra précis des patients, il permet aux médecins d'adapter plus finement l'administration des traitements. Les explications de Farah Kessri, Timothée Derex et Julie Legros. Cathy a 43 ans à peine quand elle apprend qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson. Depuis 10 ans, elle s'adapte à la lente évolution de sa maladie. Voilà, là c'est le cathéter pour pouvoir brancher la pompe. Voilà, et tous les jours je fais ça. Cette pompe permet de diffuser de façon continue un équivalent de la dopamine, une molécule qui fait défaut dans la maladie de Parkinson. En fait, la pompe évite que je prenne beaucoup de médicaments dans la journée. Parce que j'en prenais pratiquement toutes les 3 heures, des médicaments, et c'est vrai que c'était plus une vie, quoi. J'avais l'impression de manger que ça toute la journée. Grâce à cette pompe, elle ne prend plus que 3 médicaments par jour. Elle en prenait 20 il y a encore 1 an. Voilà, et là je vais mettre la pompe en route. Ça y est. Et maintenant c'est parti pour la journée, et je vais faire ma journée normalement. Voilà. Cathy porte cette pompe jour et nuit. Au bout de quelques minutes, le médicament agit. Les gestes de Cathy deviennent plus maîtrisés. Elle peut même s'adonner à sa passion qui lui fait par moments oublier sa maladie. Je me sens beaucoup mieux. J'ai les jambes qui me tiennent. Et je suis mieux
Je suis moins crispée. Si les tremblements diminuent, d'autres signes restent invalidants. J'arrive pas à marcher comme il faut, ça me bloque, alors je piétine, je me balance, je trébuche. Je dirige pas mon corps en fait, c'est pas moi qui commande. Mon corps fait ce qu'il a envie, quoi. Bonjour. Bonjour Cathy. Michel, infirmière prestataire. Pour adapter le traitement à l'évolution de sa maladie, Cathy doit porter une fois par an un actimètre. C'est une montre connectée capable d'enregistrer les moindres mouvements. Cette infirmière spécialisée réalise les réglages nécessaires. Donc on va placer cette montre du côté le plus atteint et chez vous c'est le côté gauche, je crois. C'est ça. Donc voilà, on va le mettre en place. Il faut que vous la portiez le plus possible. Elle enregistre tous vos mouvements anormaux. Ah d'accord. Que ça soit vos blocages, vos tremblements, Dyskinésie, tout ça. tout. D'accord. Dans une semaine, toutes les données enregistrées seront transmises à son neurologue. En attendant, Cathy se rend à l'hôpital pour son rendez-vous annuel. Bonjour Madame Gisquet, comment allez-vous? Bonjour. Eh bien ça va beaucoup mieux. Si Cathy va mieux, c'est aussi parce que les enregistrements de l'an dernier ont révélé ce qui n'allait pas. La courbe verte indique les mouvements anormaux. Et ces pics-là correspondent à un moment où le traitement permettait d'améliorer la lenteur, la raideur et le tremblement. En revanche, c'était au prix de créer des mouvements anormaux. Tout à fait. L'actimètre nous permet de nous faire une idée de l'état du patient chez lui, dans sa vraie vie, comment il est pendant 5 jours, de faire une moyenne de son état. Et donc, il nous permet de réajuster le traitement. Comme Cathy, 500 autres patients ont pu bénéficier de cet actimètre pour un suivi ultra précis. C'est l'avenir, ce genre de suivi? À l'avenir, très probablement, et je pense que l'étape d'après, une fois qu'on aura bien validé ces outils, ce sera des actimètres qui contrôleront les pompes. C'est-à-dire qu'il y aura une connexion directe entre le récepteur actimètre et la pompe elle-même qui permettra d'adapter immédiatement la dose administrée au malade. Ce qui fait pour le diabète, en fait, c'est le même principe. Exactement, et je suis moins convaincu que dans très peu d'années, ce sera un traitement beaucoup plus répandu grâce à ces outils et notre intervention sera moins nécessaire. Et donc après le diagnostic, je suppose qu'il y a eu le temps du traitement. Là, vous prenez encore des médicaments? Oui, je prends des médicaments, bien sûr. Vous prenez quoi comme Je prends de la dopamine essentiellement, et puis un agoniste qui permet de prolonger l'effet de la dopamine. Et donc, vous avez eu, comme beaucoup de patients, ce qu'on appelle une lune de miel après la Oui, j'ai une lune de miel, oui. mise sous traitement. C'est-à-dire que pendant combien de temps vous n'avez pratiquement plus de symptômes ou plus du tout? On peut quasiment cacher sa maladie pendant 4 ou 5 ans. Oui. Et si vous regardez par exemple Michael J. Fox, il a déclaré sa maladie au bout de 6 ans. Si vous regardez l'espèce de coming out qu'on fait autour de cette maladie, on le fait au bout de 5 ou 6 ans parce qu'on ne peut plus cacher les symptômes. D'accord. Et donc à ce moment-là, c'est plus facile de le dire. Mais est-ce que du coup, on vous a dit d'emblée que ça ne serait qu'une lune de miel, ou est-ce que du coup, on se dit, mais peut-être que ça a marché à vie, ça? On ne vous fait pas tellement de pronostics en fait, parce qu'au départ, on ne sait pas si vous avez quelle forme vous avez, est-ce que c'est une forme sévère, est-ce que c'est une forme lente, etc., etc. Donc personne ne vous donne de pronostics. Et puis vous adaptez le traitement. Et ce qu'on ne dit pas sur le traitement, c'est que le traitement dépend beaucoup de facteurs externes qui sont l'alimentation et le sommeil. Pour moi, le sommeil est essentiel. Si je dors bien, je vais avoir moins besoin de mes médicaments. Si je dors mal, je vais avoir recours à mes médicaments. Et cet échappement thérapeutique, c'est-à-dire qu'à un moment, le traitement ne fait plus effet alors qu'on est aux mêmes doses. Non, je ne suis pas d'accord, c'est pas ça. Systématique ou pas systématique, non? Alors, moi, je voudrais juste préciser, c'est important parce que c'est très répandu dans le public l'idée que les traitements ne font plus effet. C'est pas tout à fait qu'ils ne font plus effet. C'est-à-dire que les traitements gardent une efficacité. Le problème, c'est que la maladie, elle évolue et que donc la base sur laquelle les médicaments font effet se dégrade. Et donc, c'est la qualité de cet effet diminue. Mais l'effet persiste. Heureusement que l'effet persiste d'ailleurs. Mais il est variable dans la journée, dans son intensité et dans les bénéfices. Et c'est tout le problème qui se pose aux malades. Est-ce que c'est vrai en tout cas pour tous les patients que les premières années, les symptômes sont vraiment, vraiment améliorés? Oui. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on attend d'une maladie de Parkinson classique, c'est-à-dire une amélioration très franche. Alors, il y a des gens qui ont une vie tout à fait normale et dont on ne voit même pas qu'ils sont parkinsoniens. D'autres sont un peu gênés, ça dépend réellement d'un malade à l'autre. Par contre, la durée de cette lune de miel, on ne peut pas l'estimer au début, il nous faut du temps, parce qu'en effet, il y a des formes agressives et des formes moins agressives de la maladie. Et c'est vraiment ça qui va déterminer cette durée de lune de miel. Alors Hélène, sa mère a un Parkinson où dominent les hallucinations. On a diminué la dopamine au minimum. Comment cela peut-il évoluer? C'est fréquent, les hallucinations? Alors, là encore, c'est relativement fréquent. C'est quelque chose qui arrive souvent tard dans l'histoire de la maladie, chez des gens qui sont plus âgés, qui ont souvent une perte des fonctions intellectuelles modérées qui s'associe à la maladie. Et à ce moment-là, les médicaments posent des problèmes parce que les fortes doses peuvent entraîner un dépassement, d'une certaine manière, des bénéfices. Et ces hallucinations en font partie. Alors c'est assez complexe parce que ça demande en effet de modifier les traitements
habituel, de diminuer certains médicaments. Par exemple, on supprime les agonistes dopaminergiques dont on parlait tout à l'heure. On ajuste ce traitement et souvent on est même obligé de donner des traitements complémentaires pour diminuer ces hallucinations. C'est possible, mais c'est un peu compliqué. Et dans l'arsenal thérapeutique, vous avez plusieurs médicaments? Alors, Ou on est limité à 2-3 médicaments et on jongle qu'avec ça? Alors, il y a deux grandes catégories de médicaments. Il y a la dopa, le précurseur de la dopamine, et puis les agonistes dopaminergiques qui sont vraiment au cœur de la maladie et que tous les parkinsoniens vont avoir d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a des médicaments annexes qui servent, par exemple, l'amantadine pour réduire les dyskinésies, des choses comme ça. Donc des petits médicaments qui permettent de résoudre d'autres problèmes. Mais le cœur de la maladie, c'est quand même le traitement dopaminergique, agoniste ou précurseur de la dopamine. Vous parliez des événements extérieurs comme le sommeil, l'alimentation. L'alimentation, ça veut dire quoi? Il faut une alimentation équilibrée? Il faut une alimentation équilibrée. On ne sait pas très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si on regarde les études, le café, le chocolat noir, les patates douces, etc., le miso, enfin les myrtilles, mais dans la pratique, c'est surtout moins de protéines en fait. Et le stress joue aussi? Ah, le stress joue beaucoup, oui. Parce que c'est étonnant, on ne vous a pas vu, mais au début, vous trembliez beaucoup plus que maintenant. Tout à fait. Et ça diminue en fait dès que... Ça diminue dès que la dopamine fait son effet, et dès que le stress diminue. Mais j'ai pas encore eu d'hallucination pour l'instant. Peut-être que vous n'en aurez jamais. Peut-être jamais. Les protéines, on sait pourquoi ça peut avoir éventuellement un... Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la dopa, le médicament que prennent les malades, est un acide aminé. Et les protéines, quand elles sont dans votre estomac et qu'elles sont détruites, ça fait des petits acides aminés. Si vous mangez une entrecôte en même temps que votre comprimé, eh bien, il y a une compétition dans votre tube digestif entre le médicament d'un côté et votre entrecôte dégradée de l'autre. Et certains malades, s'ils prennent leur traitement juste au moment d'un repas un peu riche en protéines, peuvent avoir un après-midi difficile, par exemple, ou une fin de journée difficile. On va parler recherche. Oui, on parlait des traitements. Jusqu'à présent, les médicaments utilisés dans le cadre d'un Parkinson n'agissent que sur les symptômes. Il n'existe pas encore de traitements qui permettent de guérir de la maladie. En revanche, des recherches sont en cours pour préserver les neurones non atteints par la maladie. Les explications de Farah Kessri, Marc Lavastrou et Julie Legros. Alors, on va commencer par les gestes rapides alternatifs. On y va. On fait d'abord les deux côtés, puis ensuite on fait uniquement à droite, le plus ample et le plus vite possible. Ok, l'autre côté. Cela fait 13 ans que Joseph est atteint de la maladie de Parkinson. Et pourtant, les signes de la maladie ne sont pas très visibles. Les gestes sont assurés. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Très bien. Si la maladie ne s'est pas aggravée, c'est parce que Joseph a bien sûr bénéficié d'un traitement classique, mais pas seulement. Pendant 3 ans, il a participé à un essai clinique concernant un nouveau médicament mis au point dans ce laboratoire de neuropharmacologie. Ce médicament, c'est un chélateur de fer. Autrement dit, une molécule capable de capturer le fer en excès dans le cerveau des malades parkinsoniens. On voit une surcharge en fer, ici vous voyez en rose, dans cette zone qui dégénère. Cette surcharge en fer peut se voir en examinant le cerveau, mais aussi avec des IRM cérébrales. Or, cet excès de fer favorise la mort des neurones. L'idée est donc d'aller chélater, donc attraper ce fer légèrement en excès et de le redistribuer dans le reste de l'organisme. Des expériences ont permis de démontrer l'efficacité de ce médicament chez les souris rendues parkinsoniennes. 3 groupes de souris ont été étudiés, des souris contrôle, des souris rendues parkinsoniennes non traitées et des souris rendues parkinsoniennes traitées par le chélateur de fer. Et l'on peut voir que sous chélateur de fer, eh bien, on permet de conserver les nombres de neurones par rapport à la condition parkinsonienne où vous voyez que ces neurones sont en grande partie disparus. Il restait donc pour ces chercheurs à tester l'efficacité et l'innocuité de cette molécule chez l'homme. C'est dans ce cadre que Joseph a testé ce nouveau médicament et les résultats sont probants. J'ai très rapidement senti les bienfaits de ce traitement. Très rapidement, au bout de 6 mois à peu près, je sentais qu'il y avait des éléments qui disparaissaient, notamment le phénomène du tremblement de la jambe droite. Et j'ai senti une marche beaucoup plus leste, beaucoup plus à l'aise, moins de boitements de jambes. Ce que l'on recherche, c'est vraiment d'avoir une première ligne de traitement à la phase précoce de la maladie qui pourrait ralentir son évolution, adoucir la pénibilité dans les années futures et améliorer la qualité de vie des patients. Au revoir, excellente journée. Les résultats observés doivent être confirmés sur un plus grand nombre de malades. Une étude incluant 300 patients est actuellement en cours. Il y a d'autres pistes de recherche? Alors cette piste est très intéressante, bien entendu.
Il y a une autre piste qui est dans la même optique et qui est un petit peu différente, qui vise à essayer de retirer du cerveau une protéine qui s'amoncelle de manière anormale dans les neurones qui meurent d'un maladie de Parkinson et qui probablement contribue aussi à cette mort des neurones. Et donc là, cette fois, c'est de l'immunothérapie, c'est-à-dire c'est des anticorps, c'est-à-dire des protéines qui sont censées nous protéger contre des agents extérieurs, qui vont attraper cette protéine anormale et la retirer du cerveau en espérant que en enlevant ces dépôts, on ralentirait l'évolution de la maladie. C'est des pistes très intéressantes parce que très, très, très nouvelles. Et donc, en plus des médicaments que vous prenez, vous faites de la kiné, c'est ça? Oui, je fais de la kiné. Ça, c'est un élément indispensable essentiel. pour vous, c'est oui. 2 fois par semaine, des étirements, et c'est effectivement c'est très, très bénéfique. Et vous faites du sport en plus? Et j'essaye de faire du sport, mais bon, là, c'est plus difficile. Il faut arrêter les sports violents. Enfin, le tennis est considéré comme un sport violent, par exemple. Il y a d'autres choses que vous ne pouvez plus faire à part les sports violents? Je marche moins, alors que j'aimais beaucoup marcher. Mais sinon, ça me limite assez peu. J'arrive à avoir une vie normale, à continuer à avoir de l'activité. C'est un peu le but de mon livre, c'est d'expliquer que voilà, on reste actif. C'est une maladie on continue à sourire à la vie. Parce Oui, vous nous disiez tout à l'heure que vous continuez à travailler. Je continue à travailler. J'ai eu des projets sur Internet, enfin un certain nombre de choses. J'ai développé des choses. Donc à la limite, j'en fais plus qu'avant, parce qu'il y a un côté. Effectivement, on apprécie le présent et donc on essaie de faire les choses le jour même et pas le lendemain. Jacques a 66 ans, il est atteint de la maladie de Parkinson et d'une sclérose en plaques et il souffre de bouffées de chaleur. Il demande à quoi c'est dû. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons, mais les médicaments qu'il prend pour la maladie de Parkinson peuvent donner des bouffées de chaleur. Pas chez tout le monde, mais chez certains malades, parce qu'ils ont des effets qu'on appelle vasodilatateurs, c'est-à-dire que les vaisseaux se dilatent, c'est un peu comme la chaleur, et ça donne un peu les joues rouges, et voilà, ça peut arriver. Et alors, c'est pas très facile à corriger, donc faut analyser ça de manière précise avec son médecin. Un gériatre m'a parlé de l'écriture typique du malade de Parkinson. De quoi s'agit-il, se demande Nathalie. Alors, un des petits symptômes dont on n'a pas parlé tout à l'heure qui peuvent révéler la maladie, c'est le fait d'écrire petit, ce que nous on appelle la micrographie. En fait, comme vous écriviez mal, ça vous a pas... Oui, alors moi j'ai toujours écrit mal, mais alors là j'écrivais encore plus mal. Voilà. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'était que c'était difficile de faire des chèques. C'est ce qu'on appelle la micrographie. D'accord. Voilà, c'est donc cette écriture de plus en plus petite. Et alors il y a des gens, par exemple, j'ai une de mes malades qui m'avait apporté ses recettes de cuisine, donc celles qu'elle écrivait il y a 10 ans, il y a 5 ans, et on voyait progressivement la taille de son écriture diminuer. Ça fait partie des petits signes annonciateurs ou révélateurs de la maladie. Pour les séances de dédicace, c'est très compliqué. J'imagine bien. Julie demande s'il est possible que la maladie se déclare chez une personne jeune. Vous avez parlé de la trentaine, qui a la vingtaine. Oui. Il y a des formes génétiques qui commencent. Moi, les plus jeunes que j'ai eus avaient 16 ans. Donc, c'est rare. Heureusement, c'est rare. Mais ce sont des maladies qui peuvent parfois, de manière surprenante, commencer très tôt. Ce sont souvent des gens qui ont une très bonne réponse aux médicaments, donc ils vont être très, très améliorés par ces traitements pendant assez longtemps. Mais ça arrive, dans des formes génétiques, ça arrive. Jean-Pierre qui se demande si la maladie de Parkinson affecte-t-elle le système nerveux autonome? Oui, alors c'est une question un peu technique, mais en effet, c'est-à-dire que le système nerveux autonome, c'est celui qui contrôle les choses auxquelles on ne ferait pas attention, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, le tube digestif, la vitesse de mouvement du tube digestif, ainsi de suite. Donc ce que peuvent avoir les malades, c'est de la constipation, trop de salive, des baisses de tension quand ils se lèvent, avec parfois des impressions de vertige. Toutes ces anomalies sont des anomalies du système nerveux autonome qui sont assez fréquentes dans cette maladie. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Jean-Louis Duflou, 51, un récit donc publié chez Librinova. Merci. Et demain, dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les verrues. Voilà, d'ici là, passez une très bonne après-midi. Et à demain. Au revoir. Au revoir.